Bonjour à toutes et à tous, à ceux qui viennent d'arriver. Ça nous fait chaud au cœur de vous accueillir dans ce débat connecté. C'est le quatrième débat connecté. Débat connecté qui est euh, euh, lancé, organisé par la coalition solidaire et qui est animé par le réseau Bleu Blanc Zèbre. Donc je suis le délégué général. La coalition solidaire regroupe un certain nombre de structures, je les cite à chaque fois parce que c'est important. Astrée, Insight, l'outil en main, Ciel Bleu, Unicité, Famille Solidaire, France Bénévolat, Réseau Ecohabitat, Voisins Solidaires et le réseau Vendredi, le Chênelet et tous repreneurs. L'idée est de pouvoir penser ensemble, réfléchir ensemble dans ce temps un peu étrange que nous traversons tous les uns et les autres et surtout penser la société d'après, réinventer le monde. C'est la mission que nous nous fixons avec beaucoup de modestie et à la fois une certaine ténacité voilà, qui nous tient à cœur. Et ce débat connecté est organisé particulièrement par le réseau Insight, dont je suis le président par ailleurs. Réseau qui a vocation à accompagner, soutenir les héros du quotidien dans la ruralité en mobilisant entre autres des jeunes en service civique, mais aussi en venant appuyer, aider tous ces héros du quotidien que sont les élus locaux, les maires de ces magnifiques villages dans nos ruralités, mais aussi les acteurs économiques, les acteurs culturels, pour faire en sorte que la ruralité, ce qu'elle est en train de devenir, devienne l'espace où il se fait, où il se vit des choses solidaires, respectueuses de l'environnement, des hommes et de tout le reste, en fait, les valeurs que nous apprécions et que nous partageons. J'ai le plaisir d'accueillir mon ami René Ortega. René Ortega qui est directeur d'un groupement d'intérêt public Gers Solidaire, qui est donc, comme son nom l'indique, qui n'est pas dans l'Orne, mais qui est bien dans le Gers, qui est un beau département. Et le Gers Solidaire, donc, il va nous le présenter. Et on va travailler ensemble aujourd'hui pendant 1 heure sur la question de la solidarité à l'échelle d'un département. Et de voir comment on a travaillé avec Cédric Zabot sur la question des élus locaux. On a travaillé avec Laure Raguenaud, très belle intervention sur la question de la connectivité des territoires ruraux. On a travaillé avec Vincent de Ruraconnect la semaine dernière sur comment travailler dans les territoires ruraux et quels étaient les outils qui étaient mis en place par Ruraconnect, entre autres. Et là, aujourd'hui, on va travailler sur la question de la solidarité. Je vous dirai tout à l'heure, je fais un petit tease pour vous dire ce sur quoi nous travaillerons la semaine prochaine, dans une période de commencement du déconfinement, si nous sommes sages, d'après ce que j'ai compris, par nos autorités les plus respectueuses, si on ne se fait pas taper sur les doigts. Donc, voilà, je vous le dirai tout à l'heure. Donc, la solidarité qui est, somme toute, au cœur de nos préoccupations. Je cadre à chaque fois un petit peu le débat. Pendant 20-25 minutes, René va présenter son travail, son engagement, ses réflexions. Pendant ce temps-là, vous pouvez commencer à poser un certain nombre de questions que je passerai à la fin de l'intervention de René. Et ensuite, on ouvrira les micros parce que c'est quand même plus sympa et on fera un petit échange à bâton rompu jusqu'à 15h30. Voilà, en tous les cas, René, merci à toi de ton engagement aujourd'hui. Élodie, qui est la directrice générale et architecte d'organisation d'Insight, je te passe la parole. Bonjour à tous, ravie de vous accueillir pour cette nouvelle session des cafés confinés sur le thème de la solidarité. Je vous rappelle juste rapidement les règles. Vous avez le chat à côté, n'hésitez pas à y déposer vos commentaires, vos réflexions ou des questions directement. Ça nous permettra de rendre plus dynamiques les échanges et puis ensuite, ça nous permettra dans un second temps de pouvoir ouvrir vos micros pour continuer à échanger plus en direct avec René et l'ensemble des participants. Voilà, bon café. Merci Élodie. René, je te passe la parole sans autre forme de procès que d'indiquer à nos amis qui sont là qu'autour d'un verre, il y a quelques semaines et quelques mois maintenant, on se disait notre ambition dans la vie, dans cette période où on est un peu à l'entre-deux de nos existences, de se dire il faut commencer à changer le monde et on va démarrer par le Gers. Donc, à toi le micro. Bonjour à tous et à toutes. J'espère que tout le monde m'entend. Je suis heureux aussi de pouvoir faire cette intervention peut-être à plusieurs voix
Après, puisque je vois Pierre, qui est le président de la Banque alimentaire, je vois Hélène, qui est une élue du conseil départemental, je vois Abdel, qui est un maire sémillant et qui, en plus, est un de mes bras droits dans ce GIP. Donc, je pense qu'ils interviendront après pour venir compléter mes propos ou plus ou moins amener leur regard sur cette aventure du groupement d'intérêt public qui est une innovation, mais qui est aussi une structure inédite en France. Avoir voulu comme ça regrouper dans une même entité fédérative, mais pas dans une logique d'autorité, les associations caritatives, les CCAS, CCIS et le département, c'est un challenge pas simple à relever qui aura demandé beaucoup de temps. Alors, ce que je vous propose, c'est que je vais vous présenter un prédit. Vous allez voir, c'est une animation qui va durer, je pense, un quart d'heure où je vais faire des commentaires. Mais peut-être juste en introduction, au-delà de la question du groupement d'intérêt public en perspective, voilà, quelques petits éléments de compréhension de notre démarche. Juste vous dire aussi en amont, voilà, donc je m'appelle René Ortega, très rapidement. Je suis directeur du groupement d'intérêt public et j'ai une histoire qui est principalement une histoire administrative. Je suis directeur territorial et j'ai fait ma carrière administrative essentiellement dans le département du Gers ou tout près, c'est-à-dire les bords de la Haute-Garonne. Tout ça pour vous dire que la question de la connaissance de son territoire et la question de la connaissance de son environnement humain et partenarial est extrêmement important quand on veut mettre en place et quand on veut faire en sorte que les gens travaillent ensemble. Ce qui, de temps en temps, dans la structuration administrative de l'État ne le permet pas parce que les gens voyagent beaucoup de poste en poste et de facto, cette permanence de la question de la qualité du lien, excusez-moi, est parfois un petit peu usée. Alors, je l'ai dit dans mon petit texte introductif, moi je ne crois pas qu'il y ait une ruralité. La ruralité, ça se conjugue au pluriel. Ce sont autant de territoires dont déjà la question de la superficie du territoire se discute. Nous sommes avec Thibaut, avec Pierre, avec Hélène, avec, je vois aussi Benoît, des Gascons gersois de l'Île-Jourdain, de Florence, de Masseube pour Pierre, de ces endroits-là. Et là, on voit déjà que toute cette question de la définition de la qualité de la ruralité, elle se conjugue au pluriel, elle est multiple. Et ce qui donne une logique de dimension qui est une dimension que les sociologues appellent atomistique. Vous savez tout ce que c'est que de la matière qui est faite d'atomes. Et quand on commence à lire la question des atomes, on a plus de chances d'agir sur la matière que si on prend la matière brute. Bon, ça, c'est une introduction un petit peu globale que je souhaitais faire. La deuxième chose que je souhaite aussi préciser, c'est que moi, je ne suis pas convaincu, j'ai été directeur de l'action sociale pendant plus de 10 ans et je travaillais dans des structures médico-sociales pendant très longtemps. Je ne suis pas convaincu que l'homme soit un être solidaire par essence. Il est un être social, certes, aucun souci, il est fait pour vivre avec d'autres personnes. Est-il un être solidaire? Moi, objectivement, je ne suis pas convaincu. Ou tout du moins, il devient solidaire au moment où il a un intérêt à être solidaire. Et ce qu'on va voir dans le cadre de ma présentation, c'est que la solidarité dans nos ruralités a été principalement structurée autour des travaux agricoles et des travaux des champs. D'accord? Donc, ce qui demandait une obligation d'interaction entre les personnes. Et on a vu petit à petit qu'avec l'État-providence, la mécanisation de l'agriculture, eh bien, on a eu de moins en moins besoin de son voisin. Et petit à petit, tout ce qui relevait, comment dirais-je, des problématiques sociales ont été reléguées à des institutions, à des administrations, ce qui fait que le corps social solidaire, c'est petit à petit sensiblement désubstantifié. Ça ne veut pas dire que les gens sont plus égoïstes ou moins égoïstes. Ça veut tout simplement dire que les effets de structure font qu'on a moins besoin de son voisin et on a moins besoin de l'autre pour exister. Par contre, comme moi, vous observerez que dans ce temps du Covid, on est en train de vivre quelque chose qui remet complètement en question cette dimension. Pour la simple et bonne raison que là, on est avec un État qui essaye de faire ce qu'il peut. Je pense qu'il faut rester très humble dans la capacité de l'État aussi à agir les choses, et qu'on se retrouve avec cet autre qui peut devenir une aide, mais cet autre qui peut aussi devenir une menace potentielle. Et c'est là qu'on voit combien la capacité des solidarités de proximité, ce que les sociologues appellent les solidarités organiques, sont extrêmement agissantes. Voilà. C'était juste pour l'introduction à mon propos. Donc, je vous proposais de partager mon écran. J'espère que ça va marcher. Voilà, partage d'écran. Est-ce que vous me dites si ça marche, hein, Thibaut?
C'est parfait. Ok, c'est nickel. Alors, ce groupement d'intérêt public Gers Solidaire. Par contre, ça marche, mais ça ne marche pas pour moi. Si, ça y est, yes. Alors, ce groupement d'intérêt public Gers Solidaire, il rassemble le département, la Croix-Rouge, le Secours catholique, l'Union départementale des CCAS, le CIAS du Grand Auch et la Banque alimentaire. D'accord? Dans une même entité. Ce groupement d'intérêt public, nous avons mis, Pierre pour en témoigner, Hélène aussi, on a mis presque 6 ans à vraiment basculer vers une entité administrative telle que celle que je vais vous présenter. Mais c'est d'abord une ambition, ce GIP, c'est une ambition qui était portée par, et je ne vais pas y arriver, si je vais y arriver, dans le cadre d'un projet du président du département qui était de réinventer la solidarité départementale. C'est-à-dire aussi un sentiment fort d'insatisfaction partagé à la fois par les associations caritatives, à la fois par les travailleurs sociaux que j'avais la chance de diriger, à la fois par les élus du département, sur l'idée de dire que le département est chef de file de l'action sociale et médico-sociale, certes, mais on se rendait bien compte que par-delà les aides qu'il distribue pour le compte de l'État, que ce soit la PAC, que ce soit le RSA, on passait à côté d'une grande partie de la fragilité de nos territoires. Je reviendrai sur l'enquête parce que du coup, on a de la donnée objective, et c'est encore c'est une première en France, sur cette question, au final, la fragilité d'un territoire, quand on parle de pauvreté, de quoi parle-t-on? Donc, c'est la feuille de route, voilà, je vous l'ai dit, d'un département. Alors, quand je dis département, je ne parle pas que de l'entité départementale, je veux parler aussi de l'ensemble des composantes de ce département. Alors, rapidement, le département du Gers, que vous connaissez tous, puisqu'il a vocation à gouverner le monde dans les 10 années prochaines, c'est un département qui est définitivement soumis à 2 zones d'influence fortes. Alors, ça, c'est la carte des MDS que vous avez. Vous avez sur le côté Haute-Garonne, donc le côté est du département, toute une zone d'influence économique forte sur l'aéronautique, donc avec le côté riche et économiquement extrêmement porteur du département. Et puis, d'un autre côté, un département qui est soumis à principalement une activité agricole. Thibault l'a dit, le nord et le nord-ouest avec beaucoup de viticulture. Le sud, ça devient beaucoup plus compliqué avec des logiques de polyculture et surtout, une très grosse problématique de vieillissement des populations. C'était aussi la nécessité de soutenir les initiatives citoyennes dans un système caritatif à la recherche d'un second souffle. C'est environ 60% des bénévoles des associations caritatives de Gers Solidaire. Alors 70% sont des retraités et quasiment, alors presque 60% ont plus de 70 ans. C'est dire qu'on a une problématique qui est souvent exprimée par les associations caritatives de renouvellement du bénévolat. Le souci, c'est que le renouvellement de ce bénévolat, il demande aux associations aussi de quelque part se remettre en question, agir en qualité sur les espaces qui sont proposés par les structures associatives pour ces bénévoles et surtout intégrer, je vais y revenir, mais du coup je passerai plus vite tout à l'heure, intégrer ce qu'on appelle les nouvelles formes de bénévolat. Alors quelles sont-elles? Les nouvelles formes de bénévolat, c'est en particulier la retraite active. Et à la retraite active jeune, qui sont des gens en situation de compétence, qui ont des savoir-faire, des savoir-être, et qui sont répartis sur tout le département. Mais ces gens-là, souvent, rechignent à intégrer des associations caritatives pour la simple et bonne raison qu'ils ont un rapport à la solidarité qui est complètement différente de leurs aînés. Leurs aînés sont souvent pris dans des logiques qui sont des logiques de militantisme, syndical, politique, associatif ou coopératif. Et cette nouvelle génération de retraités actifs est une génération beaucoup plus individualiste, beaucoup plus autonome. Attention, le mot individualiste dans mon propos n'est pas un mot péjoratif. Et ce sont des gens qui vont dire, ben voilà, moi je suis prêt à faire ça, mais je vais le faire à tel jour et puis j'ai besoin de telles conditions pour le faire. Donc on va voir qu'on va essayer de travailler cette capacité d'accueil de ces nouvelles formes de bénévolat parce qu'au final, nos territoires sont extrêmement riches de toutes ces compétences qui sont sur notre territoire et sur tous les territoires. La question, c'est comment on arrive à accrocher ces compétences-là pour les mettre au service du plus grand nombre. Ce qui est vrai pour le Gers, c'est vrai pour tous les départements de France. On a vraiment une richesse sur cette retraite active. Et la question, c'est comment on arrive à la capter avec leurs attentes à elles. C'est aussi une volonté de penser les phénomènes de pauvreté et d'exclusion dans une lecture actualisée et précise des besoins. Pauvreté, ruralité, il s'écrit à peu près tout et n'importe quoi.
C'est-à-dire que, je l'ai dit aussi dans ma présentation, dès qu'on parle d'abord, parler de pauvreté en 2020, c'est un objet qui n'est pas un objet monolithique et généraliser là-dessus est une aberration intellectuelle totale. J'en veux pour preuve, pendant la période des Gilets jaunes, par exemple, cette dame qui appelle France Inter en témoignant, en disant je suis une personne en situation de précarité, je suis retraité, je ne perçois que 2 000 euros de retraite par mois et je n'arrive pas à m'en sortir. Cette personne est-elle pauvre? Force est de constater que dans son propos est un propos de vérité, elle est pauvre, puisqu'elle le dit. Mais nous avons dans nos territoires ruraux, en particulier des femmes, souvent seules, veuves, qui vivent avec des retraites agricoles qui sont 3 fois moins importantes que ces 2 000 euros. Et pourtant, pour autant, ces personnes, souvent, ne se vivent pas comme des personnes pauvres. Donc, première chose, la question de la pauvreté est un objet qui mérite un traitement beaucoup plus précis et beaucoup plus sérieux. La deuxième question, c'est la pauvreté en milieu rural. Ben là, quand je dis c'est écrit à peu près tout et n'importe quoi, en particulier sur la jeunesse, en particulier sur les problématiques de mobilité, en particulier sur les problématiques de santé, ben ça nécessite un travail qui est un travail qui n'intéresse que très peu au final la sociologie française, parce que c'est un travail de précision. Ce n'est pas un travail qui va permettre de donner des grandes règles de lecture, mais c'est un travail qui va demander à un moment donné une lecture extrêmement précise par territoire, par zone d'activité, par zone économique, par zone de vie. Et là, pareil, la volonté de ce groupement d'intérêt public pour répondre de façon plus précise à ces besoins, c'est d'essayer d'avoir une lecture qui soit un peu plus humble au niveau territorial et qui accepte ces altérités territoriales où parfois, à 20 km de distance, parce qu'on n'a pas les mêmes ressources, parce qu'on n'a pas la même culture, parce qu'on n'a pas la même histoire économique ou de bassin d'activité, les choses sont sensiblement différentes. Je vais revenir sur ce slide pour vous donner par exemple un exemple. Moi, je vous invite à lire une enquête de François-Xavier Mérien, qui est un grand sociologue français, qui a fait une enquête sur la jeunesse dans le département. Et cette enquête sur la jeunesse dans le département du Gers, elle met en perspective une jeunesse particulièrement heureuse. Or, quand vous lisez la presse, vous avez en permanence cette idée que la jeunesse rurale est une jeunesse désœuvrée, usée, perdue, etc. etc. Donc, d'ailleurs, il y avait un article du Monde qui était catastrophique là-dessus récemment. Ça fait partie des choses où, à un moment donné, on a un peu de tout. Je continue. C'est traiter aussi équitablement le besoin social sous toutes ses formes et sur l'ensemble du territoire départemental, qu'on soit à Pérusse-Vieille, à Ségoufielle, à Sainte-Christie et à Auch ou à Condom, qu'on puisse avoir à un moment donné une lecture qui soit une lecture équitable, sachant que les associations caritatives ont une implantation qui est une implantation empirique. L'idée, c'est comment on peut à un moment donné dire à tel endroit on a une zone blanche et on va essayer d'y répondre ensemble. Après, il y a bien évidemment la question du numérique, à la fois sur la question surtout sur la question des capacités d'usage. On le verra plus tard, puisque pour le département du Gers, il y a eu quand même ce très gros projet de Gers numérique qui nous permet d'envisager une couverture quand même très qualitative de tout le département, au moins sur la question réseau, on serait assez avancé. Par contre, sur la question accessibilité et compétences en termes de savoir, on va voir que là aussi, il y a besoin d'appui et de choses qui, une fois de plus, soient extrêmement précises, c'est-à-dire auprès des gens avec de l'humain. Les constats que nous avions du département, c'est d'abord les publics, je vous l'ai dit, donc je vais passer rapidement. La pauvreté dans le monde rural, s'il y a des experts dans cette conférence, moi je veux bien en discuter avec eux. On a une absence de diagnostic au niveau des analyses des besoins sociaux des petites communes qui fait qu'on a quand même une certaine cécité sur la réalité du besoin. On a cet ouvrage d'Alexandre Pagès, que je ne cesse de citer en référence, qui est un ouvrage particulièrement remarquable, mais qui a une lecture très grossière de la problématique de la pauvreté et qui, en aucun cas, ne peut aider les faiseurs, les acteurs, à travailler sur la question du territoire et sur la question de la précision territoriale. Et enfin, la grande question de comment se fabrique la pauvreté dans nos territoires ruraux. Et donc, en comprenant comment elle se fabrique, on peut imaginer comment mieux lutter contre cette problématique. C'est aussi le groupement d'intérêt public l'idée de pouvoir coordonner les autres acteurs publics en termes de mise en œuvre et en particulier autour des organismes sociaux. Alors là, je vais parler de la CAF, de la MSA, de la CPAM, de l'assurance maladie, je pense que oui, c'est CPAM. Hein. On travaille sur une convention territoriale globale gersoise des solidarités. Alors, l'acronyme CTGGS est absolument à coucher dehors, mais l'idée, c'est de faire en sorte de pouvoir
avoir une logique de coordination des ressources et des moyens plutôt que d'avoir un éparpillement de ces ressources et de ces moyens sans jamais être capable d'en retirer une évaluation qualitative, quantitative, d'impact, d'efficience et d'efficacité. Donc, l'idée avec ces organismes sociaux avec lesquels nous travaillons beaucoup, c'est d'essayer de construire au travers des analyses des besoins sociaux des modalités de réponse conseillées, argumentées, et puis surtout, offrir aux élus un accompagnement continu sur leurs choix et puis leur permettre d'être une aide à la décision. Est-ce qu'à tel endroit, je dois monter un service d'aide à domicile ou plutôt un EHPAD? Que pensez-vous des problématiques de mobilité? Avant d'aller chercher souvent, excusez-moi parce que de temps en temps je dérape dans mon propos, mais des entrepreneurs de morale ou des entrepreneurs économiques et sociaux qui vont vous vendre monts et merveilles sur un projet X de mobilité à grand pour déplacer au final dans le trimestre. Donc ça, c'est vraiment, il y a une logique économique derrière, il y a une logique d'économie, de coût, il y a aussi surtout une logique de pertinence de l'action. La crise du bénévolat, je vous en ai parlé rapidement. Regardez, ça sont les magnifiques photos de Pierre Buffo qui est en train de donner la bonne parole à cette jeunesse gersoise. À l'étage, on a juste au-dessus, on a le secours populaire aussi. L'idée, c'est aussi, je vous ai parlé de ces nouvelles formes de bénévolat et de cette retraite active. Ce sont des gens qui sont en attente aussi d'une vraie qualité d'accueil, c'est-à-dire des ordinateurs qui marchent avec du réseau, des espaces qui soient agréables et pas souvent, excusez-moi, mais les structures des associations caritatives locales, c'est parfois des lieux de réclusion qui sont humides, qui ne sont pas très beaux, qui ne sont pas très bons, dans lesquels l'environnement n'est pas très propice à essayer de développer des compétences et à essayer d'accompagner les gens. Il y a vraiment des endroits qui sont complètement à l'opposé des sièges sociaux des associations au niveau national. Après, c'est répondre à l'inquiétude sur le devenir de l'aide alimentaire. C'était même peut-être la première des raisons, parce qu'on est toujours inquiet, même si chaque année on nous rassure, sur l'aide alimentaire européenne. Alors, 400 tonnes, ce slide est un petit peu vieux. Avec la donnée des restaurants du cœur dans le cadre de l'enquête, on est plus autour des 550-600 tonnes d'aide alimentaire qui sont déployées chaque année au niveau du département. Donc, j'imagine que Pierre en parlera peut-être aussi s'il intervient. Mais l'idée, c'est vraiment de travailler cette question-là dans une logique au maximum de collectage des denrées auprès des supermarchés et dans les collectes auprès des gens. Et puis après, le gros travail qu'on veut mener, c'est de travailler sur la prévention de santé parce que s'il y a une caractéristique, par contre, qui est globale au phénomène de pauvreté, c'est la question de la santé et du rapport au corps. Très rapidement, le bourgeois du siècle dernier, il est dans l'embonpoint. Par son embonpoint, il donne à voir sa réussite sociale. Le pauvre est rachitique. Mais 120 ans après, on a complètement l'inverse, c'est-à-dire on a des classes sociales supérieures qui physiquement, tel Thibault, sont particulièrement entretenues. Et puis ensuite, on a aujourd'hui des classes pauvres et précaires qui, par la malbouffe, par de mauvaises conditions d'alimentation, qui sont corollaires d'autres problématiques, développent des problématiques de santé, le diabète, les problématiques cardiovasculaires. Et objectivement, en termes d'épidémie, on est assis sur une bombe à retardement sur ces questions-là, nonobstant la qualité absolument déplorable de l'injustice sociale que cette question de la classification renvoie dans le rapport au corps des gens. Je vais vite. L'enquête. Alors, l'enquête. Accélère un peu parce que je vois que nous sommes à la moitié et tu as presque coupé tout ton temps. OK. Alors, l'enquête. Ça, c'est une première en France et les Restaurants du Cœur y ont participé. Donc, nous avons lancé une enquête départementale. Aujourd'hui, on sait que sur 2018, alors rapidement les chiffres du RSA, 4500 personnes bénéficiaires du RSA dans le département. L'enquête nous met en perspective que 10 000 personnes ont bénéficié au moins une fois de l'aide alimentaire en 2018. Ça, c'est la première fois qu'en France, toute association caritative confondue, c'est 40-50 acteurs à peu près qui sont sur le territoire départemental. On sait que la fragilité de notre territoire, elle couvre environ 10 000 personnes. Je continue rapidos. Le projet, c'est fédéré, je vous l'ai expliqué. Le GIP, je ne vais pas y revenir, sauf si j'ai des questions techniques, même si je tiens à souligner le fait que, par-delà Philippe Martin, président du conseil départemental, et Gisèle Biémouret, c'est une initiative qui est soutenue en permanence par l'ensemble des élus
de la collectivité départementale, toutes tendances politiques confondues. Et on a même des votes de soutien, des motions de soutien à nos projets, parce qu'il y a vraiment une consistance départementale profonde de tout le monde. Bon, ça, j'avance. Bon, les réseaux sociaux, Internet, je vous invite à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Ça, c'est les soutiens qu'on a pu avoir depuis le début. Les réseaux sociaux, je vous invite à revenir sur Twitter, Instagram, Facebook. Vous nous trouverez. Les commissions locales, ce sont des commissions de coordination dans lesquelles on fait se rencontrer les bénévoles, les travailleurs sociaux et les acteurs des CCAS et CIAS, dans le triptyque, département, association, commune, pour faire en sorte d'animer cette réflexion sur la pauvreté et de développer des initiatives. Et le déploiement, comme ça, j'ai fini. On a cette plateforme départementale qui ne ressemble pas du tout à ça, parce que c'est pas du tout avec du bois, c'est de la tôle, mais c'est aussi sympa. Voilà, bon, je passe rapidement ça. Là, on va retrouver la banque alimentaire, la Croix-Rouge, les locaux de GER Solidaire, du numéro vert social. Les tiers-lieux solidaires, c'est ce qu'on essaye de développer. On pourra revenir sur cette question des tiers-lieux et de ces définitions aussi nombreuses qu'il y a de gens qui ont intérêt à en produire. Mais nous, on a peut-être une autre lecture là-dessus. Ces tiers-lieux, c'est des lieux qualitatifs dans lesquels vont se retrouver les associations caritatives. Mais ce n'est pas simple. Je reviendrai plus tard si vous le voulez. La Croix-Rouge sur Roue, qui est un dispositif itinérant qui finit le maillage départemental. Et enfin, le numéro vert social, qui est un numéro d'appel gratuit, un 0800, où il y a un appel, un décroché, une réponse. Il n'y a pas de 1, de 2, de 3, de 4, de 5, qui vient en complément de toute l'offre sociale du département avec le site Internet. Et enfin, notre service public itinérant qui se promène dans les campagnes et qui va au-devant des gens dans leurs besoins. Thibaut, j'ai terminé. Remarquable. Je te remercie, René. Merci beaucoup pour ton intervention. Tu peux nous repasser enlever ton document partage pour qu'on puisse tous se revoir. Voilà, parfait. C'est extra. Et alors, j'ai plusieurs questions. Hein. Clara qui intervient. Alors, sur l'angle régional, ça va te faire plaisir, René, en te demandant si la pratique de l'écoute active au niveau d'une région est facile, possible. Et j'ai ensuite une question de Laure qui nous demande là, le JIP permet-il l'identification et éventuellement l'intégration de nouveaux partenaires? Est-ce un système ouvert? Clara, encore une autre question, est-il permis aux acteurs en partie prenante de faire un retour critique sur leurs pratiques d'avant et à faire bouger leurs lignes institutionnelles respectives grâce à ce cadre de coordination et à ces valeurs de solidarité et d'efficacité combinées? Et Arthur, quels objectifs d'impact initial pour le numéro vert et quel usage concret finalement? Voilà, on va en démarrer là-dessus. Bien sûr, si tu es synthétique, c'est parfait. Si tu ne l'es pas, je me déplace. OK. Alors, d'autres partenaires, la réponse est le GIP est une structure, on ne peut pas travailler la question de l'intégration et dire on est fermé aux autres. Donc, c'est une structure qui est complètement ouverte à d'autres sensibilités et à d'autres associations qui souhaiteraient nous rejoindre. Alors, je parle sous le contrôle de Pierre Abuffaut. Maintenant, il est certain qu'un GIP, c'est une structure sérieuse et appliquée. Et ça demande, une volonté d'adhésion. Mais par-delà les membres de droit statutaire, je vais parler des jardins de Cocagne, par exemple, des jardins d'insertion. Je vais parler de tout le réseau de l'ESS et des organismes sociaux. Ils ne sont pas membres du GIP, mais ils travaillent avec nous plein pot. Sur la question de l'infléchissement des lignes institutionnelles des associations. Alors, sujet très sensible. Sujet très sensible parce qu'on est vraiment au cœur de la dimension, comment dirais-je, très verticalisée parfois de certaines associations, avec certaines qui ont vraiment des politiques d'ouverture. Je pense à la Banque alimentaire, je pense à la Croix-Rouge, je pense aussi au Secours populaire, au Secours catholique, et d'autres avec lesquelles, bon, par exemple, avec les Restaurants du Cœur, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on est vraiment sur des logiques qui sont beaucoup plus solides, beaucoup plus endogènes. Pour autant, on est vraiment sur une logique d'ouverture. Pour autant, la question du rapport au temps, ben, ça prendra du temps. Le GIP fait peur pour une raison, c'est que souvent, on a des associations qui disent « oui, mais alors, du coup, le politique va mettre la main sur les associations caritatives ». Bon, moi, objectivement, à cette question-là, je ne sais pas y répondre. Et je pense que les gens qui pourraient y répondre, ce sont les bénéficiaires, ce sont les usagers,
ce sont les associations. Je ne suis pas convaincu que les associations aient vu qu'il y avait une grosse mainmise, plus qu'auparavant, quand on venait quelque part chercher sa subvention au conseil départemental, sachant qu'on a augmenté quasiment de 80% le coût, l'investissement financier auprès des associations. Le numéro vert social, il y avait une question, mais je ne me rappelle plus, Thibaut. Alors, attends, je vais la retrouver. Alors, oui, j'ai une question sur les bénéficiaires. C'est quoi l'impact du numéro vert? Voilà. Quel impact, les Alors, objectifs de l'impact initial et du numéro vert et quels usages concrets finalement? Alors, les usages concrets, grosso modo, c'est un numéro d'appel d'abord dans lequel, je vous ai dit, c'est un décroché, une réponse. On a le 3977 en réserve, etc. On a de tout quoi, au numéro vert social. On va avoir est-ce que je pourrais avoir le numéro de la MDS 2 jusqu'à une dame qui appelle avec une petite voix et il faut détecter que derrière, on est sur une logique de violence intrafamiliale et après, on travaille avec les collègues du département. Le numéro vert social, c'est par exemple entre 25 et 35 appels par jour direct sur le 0800. Ça va permettre aussi, là, pendant la période du Covid, par exemple, de faire des appels de courtoisie. On a 500 appels de courtoisie là, qui ont été effectués depuis le début du Covid. Et un appel de courtoisie, ce n'est pas 10 minutes. C'est 40 minutes, 1 heure facile. Mais Abdel pourra peut-être en témoigner, c'est aussi travailler la question de l'accès au droit, parce qu'on a quand même de gros soucis sur les personnes retraitées et puis les personnes précaires dans la question de leur accès au droit. Là, on travaille avec le département pour faire accès. Ah, ça a bugué, l'ami René. Je ne sais pas s'il a bugué pour vous également. Département pour faire travailler. René, est-ce que tu nous entends? Les Gersois parlent au Gersois. René. Ah, alors peut-être qu'on peut peut-être ouvrir le micro aux autres personnes, comme Pierre peut-être. Pierre, peut-être tu pourrais peut-être répondre. Oui. Pierre, il s'excuse parce qu'il a loupé un peu, parce que j'avais des coups de fil urgents. Non, je trouve que l'exposé de René Ortega est toujours très clair et très explicite. Ce qu'on a fait dans le département, je crois que si on l'a fait dans le Gers, ça doit pouvoir se faire ailleurs, parce que mettre autour de la table plusieurs intervenants avec une même stratégie, ce n'est pas forcément évident dans le Gers. René est revenu. Tu nous entends, René? Désolé, mais je vois que Pierre, je laisse parler Pierre. Vas-y, Pierre, finis, Pierre. Donc voilà, je crois que ça a été une opération intéressante, même si ça a mis du temps à se mettre en place. Mais je crois que ça facilite les choses, en particulier dans une période comme celle qu'on est en train de vivre, où il est bon d'avoir une certaine coordination à un certain moment, parce que il y a les Restos du Cœur, la Banque Alimentaire, la Croix-Rouge, les CCAS, etc. Donc, à partir du moment où il y a une certaine unité, mais comme l'a dit René, il faut que chacun reste quand même dans son métier. Parce que, vous savez, dans le Gers, on est toujours meilleur dans le métier de l'autre que du sien, en général. Bon, je te rassure, il n'y a pas que dans le Gers. Ah bon, ça va, ça me rassure. Donc, est-ce qu'on peut peut-être partir un peu sur la merci Pierre, sur une question de Jean-François qui est posée là sur quelle place est donnée aux bénéficiaires pour qu'ils puissent participer à la solidarité sur leur territoire. Ça me semble être une question importante. Oui, donc excusez-moi et merci Pierre. En fait, sur la question des bénéficiaires, donc nous, ils sont partie intégrante de tous les groupes de travail. Ils sont au titre de l'Assemblée générale. Statutairement, on a des bénéficiaires qui sont là. J'ai envie de dire, parce que je suis un peu provocateur, sur la question des bénéficiaires, on remplit les cases. Grosso modo, on fait comme tout le monde. Par contre, on est peut-être plus insatisfait que les autres. C'est-à-dire que nous, on est au clair sur cette problématique du bénéficiaire participant. C'est-à-dire comment on met le bénéficiaire en situation d'action, comment on met le bénéficiaire en situation de vraiment agir, et pas que sur une dimension esthétique de la démarche. Parce que vous savez, remplir les cases, ce n'est pas très compliqué. Mais là où on se pose vraiment de sérieuses questions, c'est qu'au final, le bénéficiaire de l'action sociale, qui est-il? Moi, je suis désolé, mais c'est certainement la personne qui reçoit une aide
ou un besoin d'aide alimentaire, mais c'est aussi le commun des mortels, c'est aussi vous, moi, c'est tous nos concitoyens qui, à un moment donné, bénéficient du travail social et du travail de la solidarité départementale. Et par le biais des associations. Et c'est là où, sur cette question des bénéficiaires, on est en train de bosser dessus parce qu'on voudrait aussi, parce que c'est quand même pas simple de dire à des gens, vous savez, vous êtes en difficulté, vous êtes pauvre, vous êtes précaire, on va vous demander de venir avec des gens qui sont souvent des sachants, expliquer votre situation et pouvoir nous aider à construire. Ce n'est pas quelque chose de simple. Ou alors, on tombe, comme c'est très souvent le cas, sur des bénéficiaires qui deviennent presque plus des professionnels que des bénéficiaires. C'est-à-dire, soit ils collent complètement au discours des professionnels, soit ils sont dans une logique de représentation associative ou militante. C'est très compliqué et à la fois, c'est absolument passionnant. Merci René. Alors, il y a plein de questions qui tombent, hein. Donc, Samuel qui te remercie et qui nous remercie pour la présentation. Quels sont les indicateurs de pauvreté rurale que vous utilisez? Avez-vous une réflexion sur les indicateurs de bien-être en milieu rural? Ce sont des réflexions que nous avons dans un projet européen de future politique rurale. C'est génial. Ben, nous, ça fait partie des choses sur lesquelles il faut qu'on bosse. Aujourd'hui, les indicateurs qu'on est en capacité de produire, ce sont des indicateurs qui sont issus de toutes les bases de données qu'on a, département, CPRM, CARSAT, MSA, etc., etc. Et ça fait vraiment partie du travail d'analyse des besoins sociaux qu'on veut mettre en œuvre en rapport avec cette question du rapport au bien-être et au bonheur. Oui, 200 fois oui. Et si jamais certains veulent nous aider ou veulent nous accompagner, nous donner des tuyaux, c'est oui, 200 fois. Isabelle qui nous demande, qui nous dit, est-ce que le statut de SCIC ne serait pas plus ouvert notamment aux bénéficiaires? Jean-François qui dit ouais. Bon, ben, tu as l'air de trouver que c'est une bonne idée aussi, oui. Non, c'est pas forcément. Tu sais, nous, c'est la première fois que ça arrive en France, cette histoire. J'ai envoyé au conseil d'administration qu'on a lundi 170 pages de délibération. Donc, est-ce que le GIP est à bon fond? René, il y a Louis qui dit l'initiative est assez unique et saluée au niveau national. Savez-vous s'il y a d'autres initiatives de ce type prévues ou à l'étude ailleurs en France? Alors, pour l'instant, on est les seuls, à ma connaissance, au niveau départemental. Il y a pas mal de territoires qui nous demandent de venir leur filer un coup de main ou un témoignage. Mais enfin, moi, je me pose vraiment des questions sur la capacité de dupliquer exactement ce projet-là. Moi, sans des gens comme Pierre Buffo, comme Marie-Josée Lière, pardon? Non, vas-y. Parce qu'il y a beaucoup de questions. Donc... Non, mais c'est des années et des années. Enfin, Pierre, il pourrait le dire. Hélène aussi. Ça a été des années de discussion. C'est vraiment. C'est très. Ça prend beaucoup de temps, quoi. Pour arriver à se faire confiance à ce point et pouvoir s'engueuler et se dire on va revenir dans le truc. Une autre question. Est-ce qu'ATD est dans le Gers? Peut-être intéressant sur cette question des bénéficiaires. Non, et je le regrette fortement. Bon, Emmanuel Michel, après que tu montes ATD dans le Gers. Pardon? Ça serait bien. Non, c'est Emmanuel qui pose cette question. Je lui dis, ça serait bien que tu viennes dans le Gers. Non, mais je l'aurais. Une autre question encore de Vincent. Les tiers-lieux assurent une mixité sociale et économique. Rural Connect propose une solution très adaptée et gratuite là-dessus. Voilà, c'est plus une réflexion qu'une question, mais c'est vrai qu'on en avait parlé déjà un peu la semaine dernière. Et Jean-François qui dit, dans le domaine de la solidarité autour des personnes âgées, un exemple à découvrir dans les Hauts-de-France, première communauté de communes, amis des aînés. Beaucoup d'actions dont les bénéficiaires sont à l'initiative. Je vous entends très mal. Vous m'entendez, vous? Oui, on ne t'entend pas très bien. Laure, il va falloir régler le problème de la connectivité de l'île Jourdain. Je sais que tu n'habites pas très loin. Et donc, René a quelques difficultés. Donc, il faut mobiliser Orange rapidement sur l'île Jourdain. Alors, ce qu'on va faire, parce que là, on a du mal un peu à communiquer directement avec les questions. Ce que je vous propose là, c'est d'ouvrir les micros pour ceux qui le souhaitent. Comme ça, on fait une intervention très courte. Et je vous demande vraiment de faire une question, une intervention très courte. On en prend quelques-unes et ensuite René répond. Ça sera peut-être plus fluide que moi de faire go-between. Est-ce qu'il y a des gens qui ont envie de prendre la parole? Alors, levez la main. Est-ce que je vois des gens qui lèvent la main? Moi, il y a quelqu'un, mais Pierre, il lève la main. Mais tu lèves la main, Pierre? Oui, Pierre? Je ne sais pas si c'est pour nous. Là, il est en train de dire, pense à acheter les carottes tout à l'heure.
Est-ce qu'on en manque? Pierre, Elodie, ouvre le micro de Pierre. Tu peux lui ouvrir le micro? Pierre, tu nous entends? Oui, ça y est, c'est bon. Ça y est. C'était juste pour répondre à votre question tout à l'heure. Est-ce qu'il y a d'autres régions qui ont mis en place ce tel système? Moi, à ma connaissance, je ne passe pas non plus. Et je pense que si on a réussi à le faire, c'est parce que nous étions petits. C'est-à-dire que nous n'avions pas trop le choix, c'était se sauver ensemble ou crever seul. Donc, on a choisi. Et je pense qu'ailleurs, si ce n'est pas possible, c'est parce qu'il y a des structures tellement importantes que chacun veut garder son identité, etc. Alors que nous n'avions aucun intérêt de le rester. Et dans le GR, pour l'aide alimentaire, pour le côté sociétal, etc., si on reste seul, on ne fera rien. On est trop peu nombreux. Il faut qu'on soit regroupés. C'est bon, voilà. Merci Pierre pour cette intervention. Vous voyez que dans le GERS, on a le sens de la formule. Je suis sûr qu'Hélène a quelque chose à dire. Hélène, non, Hélène, tu n'as rien à dire? Parce qu'elle connaît bien cette partie de… Alors, il faut débloquer le micro d'Hélène. Bonjour. René a tout dit, hein, mais je rejoins aussi Pierre. Hein. Je pense que le fait que tout le monde se connaît a bien facilité les choses parce qu'il y a eu beaucoup de respect. Merci Hélène pour cette intervention, qui connaît bien aussi ma partie du Gers du côté d'Aignan de mémoire. Voilà. Pour tout vous dire, j'ai eu Hélène comme instit à une époque. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui lèvent la main? Ah, Vincent, débloquons le micro de Vincent. C'est bon? Salut Vincent. Oui, bonjour à toutes et à tous. Ravi de participer à ce débat connecté. Oui, très rapidement, donc on a présenté RuraConnect la semaine dernière. Il y a un point qu'on n'a pas présenté, c'est le ticket collaboratif. Alors, je vais être très rapide. Ça fonctionne comme le ticket restaurant, c'est-à-dire que le bénéficiaire du ticket collaboratif peut réserver un bureau ou une salle de réunion sur RuraConnect sans en avoir la charge financière. Et pour vous donner un exemple, dans le sud-ouest, Pôle emploi finance des tickets collaboratifs qu'il donne à des créateurs d'entreprises demandeurs d'emploi pour qu'ils puissent organiser des rendez-vous professionnels dans des bureaux, dans des salles de réunion, partout sur le territoire. Donc, je réagis au sujet tiers-lieu parce que c'est mon sujet tiers-lieu solidaire. Ce qu'on pourrait très bien imaginer, c'est que des tiers-lieux, des entreprises, des collectivités proposent des bureaux et des salles de réunion sur RuraConnect et que des bénéficiaires que vous déterminez puissent bénéficier de ces tickets collaboratifs financés par les 80% perçus par la réservation de ces locaux. Donc là, on alimente un cercle vertueux. Et là où on a une mixité économique et sociale, c'est que des porteurs de projets vont rencontrer des entreprises installées sur le territoire, vont rencontrer des administrations, vont pouvoir organiser des rendez-vous professionnels très facilement avec un client, avec un fournisseur, avec un partenaire. Et là, on crée du lien sur le département. Et la mise en place de ces tickets collaboratifs, donc c'est quelque chose qui est gratuit. Et après, le fonctionnement se fait au fil de l'eau. On peut en parler sur la technique, c'est très simple, mais on en parlera hors ligne pour pas que je monopolise trop la parole. Mais sachez que ça existe et que c'est présent dans RuraConnect. Et on peut le mettre en place dès demain. Il n'y a pas de délai. Peut-être, avant que René intervienne là-dessus, peut-être solliciter Laure un peu sur la question de la… Laure, est-ce que tu m'entends? Alors, Laure, sur la question de la… Non, je ne sais pas si elle m'entend, Laure. Laure, oui. sur la solidarité, les solidarités numériques, peut-être un peu, ça fera peut-être une boucle par rapport à ce que vient de dire Vincent, par rapport au tiers-lieu. Excuse-moi, parce que moi, c'est pareil, j'ai été happée par autre chose. La solidarité numérique, nous, chez Orange, c'est un axe archi prioritaire. Et moi, j'ai écouté avec extrêmement d'attention tout ce qu'a pu dire René. Ça fait sonner des petites cloches. Hein. Je veux dire, il y a pour moi d'évidence des choses à construire, à réfléchir. Et je pensais…
moi, j'ai été très sensible, en particulier aux deux exemples mobiles, hein, que ça soit celui avec la Croix-Rouge ou l'autre. Et je me dis, je pense qu'en termes de solidarité numérique, il y a quelque chose à faire aussi dans la ruralité avec une antenne mobile qui pourrait… donc voilà, ça déclenche ça. Il se trouve que c'est complètement dans l'axe de la stratégie RSE d'Orange. Donc j'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler parce que voilà. Laure, ça tombe bien parce qu'on était en contact avec la fondation et puis c'est compliqué. Peut-être qu'on pourra prendre contact ensemble. Oui, non, mais la fondation, c'est très, très particulier parce que, comme toutes les fondations, ils ont un côté… ils ne font pas ce qu'on leur demande de faire, entre guillemets. Ils ont des obligations de séparer très nettement. Voilà. La RSE, c'est une stratégie d'entreprise avec des moyens qui visent à faire mettre en place des actions et avec une volonté qui nous est propre. Et moi, je dis, on a… Enfin, moi, je sais parce que j'ai eu l'occasion de m'y intéresser sur d'autres territoires que le Gers, d'ailleurs. Hein. Je pense en particulier aux Landes et dans l'Est. On a des projets comme ça de petits camions équipés qui peuvent aller sur les places de marché et qui peuvent à la fois aider ceux qui ont des difficultés dans les démarches, etc. Et puis aussi m'exprimer, c'est-à-dire c'est pas simplement les personnes âgées, hein. Très souvent ça peut être aussi des jeunes qui sont éloignés de l'emploi, ça peut être des femmes qui se retrouvent seules du jour au lendemain, qui n'ont pas forcément les formations pour retourner bosser, etc. Enfin bon, bref, tout à fait d'accord pour en reparler. Et René, ça n'a rien à voir avec la fondation. Laure est d'une réactivité absolument incroyable. Non, mais c'est super parce que l'outil mobile qu'on a, Laure, il est complètement dans cette perspective de travail. On a plein d'idées là aussi liées au Covid. On se contacte très vite. Je vous propose, là, on a fait la connexion. Je crois que Laure a tes coordonnées, donc tout va bien et je te passerai les siennes si besoin. Est-ce qu'il y a d'autres intervenants ou questions Alors, Isabelle. Isabelle qui est une fidèle maintenant de nos rendez-vous. Ah oui, ravie de l'être parce qu'à chaque fois, c'est vraiment, ça interpelle toutes les réflexions. Alors moi, je travaille au sein d'un conseil régional. Il y a Clara avec laquelle je travaille vraiment en tandem dans une réflexion très globale qui est… sur le Grand Est, faut-il préciser. Dans le Grand Est, c'est vraiment, on essaye de mettre en place un système de contractualisation globale. Alors, évidemment, tout est bousculé avec cette histoire de Covid et enfin, voilà, je pense qu'il y aura tout va être priorisé, etc. Mais ce n'était pas le sujet. Moi, je voulais vraiment réagir parce qu'il y a des choses sur lesquelles j'ai vraiment tilté par rapport à ce qu'a présenté René tout à l'heure. Vraiment bravo pour ce projet. Vous avez parlé de l'analyse des modèles sociaux et actuellement, avec Clara et notre équipe, on travaille, nous, avec deux chercheurs qui sont Olivier Portier et Vincent Passini sur l'analyse des modèles de développement et sur la captation, la capacité des territoires à capter de la richesse et la réinjecter en dépenses de consommation courante sur le territoire. Et on parle beaucoup avec eux des revenus sociaux, en fait, et des transferts sociaux. Donc, voilà, c'est quelque chose sur lequel on pourrait peut-être allier les réflexions. Je pense qu'il y a quelque chose à creuser là-dessus. La question du temps, alors là, c'est vraiment pour moi essentiel. Effectivement, on ne peut pas arriver à un projet aussi abouti en 6 mois de temps. Enfin, je veux dire, et on se heurte là, à mon avis, en tout cas pour moi, c'est une vraie difficulté à la mobilisation de l'ingénierie en fait sur les territoires parce que ça demande vraiment un temps long. La confiance, il faut faire c'est au jour le jour et pas un pas l'un après l'autre en fait qui fait que la confiance se gagne les uns avec les autres. Et c'est vrai que des fois, le turnover dans les institutions, voilà, à chaque fois, faut rebattre les cartes, faut regagner la confiance les uns des autres. Donc, la question du temps
elle est très importante parce qu'elle est souvent en décalage avec le temps politique, on va dire, hein, et notamment les moyens en ingénierie qui sont à disposition sur les territoires, parce qu'on a de moins en moins de moyens en ingénierie. Il y en a de l'ingénierie, mais elle est très technique, elle est très spécialisée. Mais par contre, quand on veut mettre autour de la table tout un ensemble de parties prenantes et faire en sorte qu'il y ait une co-construction de quelque chose, d'un bien commun, eh ben, ça ne se fait pas en claquant des doigts. Et ça nécessite une ingénierie tout à fait particulière. On appelle ça de la facilitation stratégique. Et on a beaucoup de mal à trouver des moyens pour accompagner ça. Donc, voilà, ça c'était donc la question aussi du coup de la maturité coopérative, qui est beaucoup développée par l'Institut des territoires coopératifs et qui donne pas mal de grilles, d'analyse sur quelles sont les conditions d'action d'une coopération réussie. Donc, si vous ne connaissez pas les travaux de l'Institut des territoires coopératifs, vraiment, je vous invite à aller regarder leur site, ça donne quand même des pistes. Une chose sur laquelle je n'avais jamais réellement réfléchi, alors là, pour le coup, vous m'avez allumé une petite lumière, René, c'est les jeunes retraités, parce qu'on parle toujours des retraités comme étant, c'est une catastrophe, quoi. Il va falloir qu'est-ce qu'on va faire de nos vieux, quoi. C'est vraiment. Et là, en fait, effectivement, il y a tout un panel de gens, à mon avis, qu'on pourrait effectivement accrocher, mais qui ne sont pas les bénévoles d'hier. Et ça, vraiment, c'est une vraie question. Je pense que ça pourrait même faire l'objet d'un temps d'échange, parce que vraiment, c'est quelque chose d'extrêmement important dans nos ruralités. Et puis, quelque chose qu'on a beaucoup de mal à traiter collectivement, c'est la question de la jeunesse. On ne sait pas par quel bout prendre cette question de la jeunesse en ruralité. Donc, ça aussi, c'est une vraie question en soi. Ouais, je suis d'accord, souvent, on est très, très négatif avec la jeunesse, alors qu'en fait, là, on voit à quel point elle a pu se mobiliser en cette période de crise. Et nos jeunes, ce n'est pas tous des débiles mentaux. Voilà, des fois, on a une image, mais c'est incroyable. Je vous rejoins complètement là-dessus. Mais comment on apprend cette question de la jeunesse et aussi de la précarité de la jeunesse? Parce que ça, c'est un sujet qu'on a vraiment du mal à repérer. Alors, notamment en zone rurale où les gens sont discrets, en fait. Les gens, voilà, les gens vont pas créer sur tous les toits qui sont pauvres, quoi. Voilà. Merci Isabelle, en tous les cas, pour cette intervention. Quelques informations par rapport à ce que vous venez de dire. D'une part, cette question des idées reçues sur les jeunes et sur les vieux, mais j'aurais tendance à dire les idées reçues globalement sur toute notre société, on pourrait en faire de la confiture parce qu'il y en a à revendre, particulièrement sur la question des jeunes et des personnes âgées. Sur la question des personnes âgées, on a toute une réflexion et on en parlera, d'essayer de travailler sur un service, un volontariat associatif pour les retraités. Ce qu'on ne peut pas faire aujourd'hui, un volontariat qui serait indemnisé, qui participerait à redynamiser, à appuyer et à renforcer les équipes de seniors, y compris à répondre à quelques problèmes économiques sur la question. Autre élément, sur les questions de jeunesse, dans 15 jours, interviendra à la place de René, Salomé Berliou, qui a créé l'association Chemin d'avenir et qui travaille beaucoup sur ces questions d'accompagnement des jeunes dans les territoires ruraux. Donc, elle a rendu il y a quelques semaines un rapport au ministre de l'Éducation nationale et elle viendra nous en parler dans 15 jours. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions, des remarques? Vous avez vu qu'il y a des liens qui sont mis, René? Thibault, juste pour compléter le propos d'Isabelle sur la question de la qualité de l'ingénierie. La qualité de l'ingénierie sociale, elle est extrêmement mal, comment dirais-je, structurée en termes de modèle de réponse, en termes de formation. On va avoir soit des gens qui ont des situations d'expertise économique, sociale, Sciences Po, mais le problème, c'est comment on conjugue ces expertises et ces connaissances complexes avec des expertises de vécu et de sensibilité. Moi, le nombre de personnes qui parlent de la jeunesse et qui n'ont jamais passé du temps avec des jeunes, alors moi j'ai passé une petite quinzaine d'années comme éducateur en école de rugby. Déjà, ça donne une petite légitimité quand on parle de la jeunesse. Et pour les personnes âgées, c'est un petit peu pareil. Le nombre de gens qui parlent de la question de la vieillesse et de la dépendance sans avoir croisé dans sa vie le chemin d'une famille dans cette situation-là, on passe. Donc, il y a quelque chose aujourd'hui de la problématique du rapport au réel. Et nous, ce qu'on essaye modestement de faire, c'est d'essayer de conjuguer ce rapport au réel, les vraies choses de la vraie vie des vrais gens, de la connaissance universitaire, complexe, etc., etc. Je suis tout à fait d'accord avec Isabelle. Aujourd'hui, le maire d'une commune
qui a besoin d'une analyse du besoin social, il va faire un appel à projet, il va tomber sur un cabinet avec des gens sympathiques, compétents. Mais la question de la prise avec le réel et du coup la question du temps, c'est une question qui est rédhibitoire. Merci René. L'heure a tourné, donc on est arrivé au bout de notre temps. On tient vraiment à ce que, alors forcément, c'est toujours un peu frustrant, mais il vaut mieux inspirer la frustration que l'ennui ou la lassitude. Donc, je préfère qu'on mette un terme. Alors, René, à la fin de chacun de nos temps d'intervention, on a 2 questions un peu ritueliques. D'une part, qu'est-ce que tu vas garder de cette période qu'on est en train de traverser à titre personnel? Mais ça, tu pourras la mettre en 2. Et à titre professionnel, qu'est-ce que tu vas garder de cette expérience en dehors de la qualité, de ce moment qu'on est en train de traverser, en dehors de la qualité de nos visios que nous faisons toutes les semaines? Merci René. Alors à bientôt, donc la semaine prochaine. Non, attends, je vais faire. Non, moi je sais pas, je suis pas aussi sur le contrôle, je suis pas sous le contrôle des gens qui me connaissent un petit peu. Moi, cette période, elle confirme tout ce qu'on pressentait. Elle confirme toute la question du contexte sensible de la complexité. Je ne fais pas de politique. Je dis juste, si on n'a pas un 3e acte de décentralisation après cette période-là, c'est à désespérer de tout. Parce qu'aujourd'hui, le navire tient par tous ces maires, 461 ou 62 maires, je ne sais jamais le chiffre, du département et de tous les départements de France, c'est 36 000 communes. Il tient par les départements, il tient par la région, il tient par l'État, certes. Mais la question aujourd'hui, ce qu'on voit vraiment, c'est que plus que jamais, on voit que l'autre devient potentiellement quelque chose qui devient un objet d'intérêt et pas que d'un intérêt économique et financier. Si on pouvait arriver à conserver cette ligne-là, mais l'autre dans son altérité, c'est-à-dire des fois il n'est pas agréable, il n'est pas sympa, il n'est pas d'accord avec moi, mais si on arrivait à conserver cette dimension-là par une structuration décentralisée un peu plus forte, ben, ça serait assez sympa. Voilà. Et à titre personnel, camarade? À titre personnel? Ben oui, évidemment. Ben, à titre personnel, je vois que on voit aussi les comment dirais-je, les personnalités qui se confirment dans leur engagement, quoi. Voilà. Et puis d'autres qui se confirment moins. Mais voilà, Pierre Buffo, je crois qu'il est là tous les lundis, tous les mardis, tous les mercredis matins. Marie-Josée Guerre, présidente de la Croix-Rouge, elle est là tout le temps. Voilà. C'est pas une question de courage ou c'est pas une question d'être plus fort que les autres. C'est une question de conviction. Voilà. Il y a ceux qui sont à la hauteur de ce dont ils se présentent quand tout va bien. Et puis, il y a ceux qui tiennent un peu moins. Mais ça, c'est la vie. Donc, c'est plein d'espoir. Ça veut dire que c'est aussi le temps solidaire que nous sommes en train de construire tous ensemble. Je vous propose d'applaudir René Ortega. Alors, comme on le fait à chaque fois comme ça, parce que c'est comme ça que ça peut se faire. Merci René pour ton intervention. Donc, la semaine prochaine, je vous ai fait un petit tease. Donc, nous parlerons de la mobilité douce. Parce qu'après la solidarité, la question de la mobilité dans nos territoires ruraux est une question tout à fait essentielle. Et donc, ça sera avec Atchoum et Vincent Desmas qui viendra nous parler de cette question-là. Donc, n'hésitez pas à venir nombreux, à vous inscrire. Parlez-en autour de vous. Plus nous serons nombreux et plus nous serons intelligents, espérons-le, mais j'en suis convaincu. Donc, voilà, faites attention à vous. Ça nous a fait chaud au cœur de vous voir tous. Il y a plein de gens qui mettent des petits mots sympas. Et on se retrouve mercredi prochain. Et j'embrasse tout particulièrement Hélène Rosis. Ça m'a fait plaisir de te revoir ici. À très bientôt, toi aussi. Merci, à très bientôt dans le Gers et dans le monde.